Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Abdelhamid Zouari. Ce jour d'août 2003, à Avignon, une jeune femme traumatisée pousse la porte du commissariat. Et ce qu'elle raconte aux policiers est glaçant. En pleine nuit, un homme a escaladé son balcon et s'est introduit dans l'appartement. Puis il l'a violée à plusieurs reprises avant de disparaître sans laisser de traces. Les enquêteurs écoutent son récit avec attention. Ce n'est pas la première fois qu'une victime décrit ce mode opératoire. Pour eux, plus de doute, il y a bien un violeur en série à Avignon. La psychose s'empare aussitôt de la ville, d'autant que l'homme continue de faire de nouvelles victimes. La police est sur les dents. Tous les services n'ont plus qu'une priorité, arrêter celui que la presse surnomme désormais le violeur des balcons. La traque, riche en rebondissements, va durer des mois. Le violeur des balcons, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Avignon, dans le sud-est de la France. Connue dans le monde entier, elle est réputée pour son patrimoine historique et sa douceur de vivre. On est dans la basse vallée du Rhône, c'est un des joyaux du sud de la France, il y a ces remparts. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ce pont d'Avignon, célèbre pour la chanson, et puis la cité des papes, parce que c'est là où les papes ont résidé au XIVe siècle. Mais lorsqu'on quitte le cœur historique, changement de décor. À quelques kilomètres à l'est de la ville, voici Agroparc, un quartier moderne avec des entreprises, des universités, une cité étudiante. Une banlieue un peu à part. C'est un quartier dynamique, puisqu'il accueille la partie, on va dire, sciences et techniques de la fac des universités d'Avignon. Riyad Doua, journaliste au journal Vaucluse Matin. Donc il y a énormément de jeunes qui gravitent là-bas, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes. Si vous voulez, il n'y a pas une vie de quartier véritablement dans cet espace. Frédéric Poré, journaliste à France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les gens se croisent sans véritablement se connaître. Quand vous allez à Agroparc, c'est parce que vous y allez, quoi. C'est pas un lieu de passage. Et ce quartier périphérique se vide de ses habitants pendant les vacances. Cette zone là-bas est une zone qui est totalement désertique. Parce que les entreprises, par définition, sont souvent en vacances. Marc Gégère, avocat des parties civiles. Les étudiants n'y sont pas, puisque les facs sont fermées. Ce décor de ville nouvelle, écrasé par la chaleur de l'été, est le théâtre d'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années. Nous sommes au mois d'août 2013. Alors que la plupart des appartements sont fermés, quelques habitants n'ont pas quitté Agroparc, comme Rosalie. Cette jeune femme de 24 ans, un peu timide et réservée, habite le quartier depuis 4 ans. Et cet été, elle travaille comme intérimaire dans une usine agroalimentaire. C'est une jeune fille qui est toute seule ici, puisqu'elle n'est pas originaire de cette région, elle est plutôt de la Côte d'Azur. Elle a quelques relations, mais pas un tissu social très très dense. Elle est assez solitaire, assez renfermée. Rosalie vit dans un petit studio situé au 2e étage de cette résidence étudiante. Une table, un canapé, quelques bibelots, un décor modeste dans lequel elle se sent bien. Jusqu'au 9 août 2013. Ce soir-là, la jeune femme est seule chez elle et sa vie bascule. Il est 19h. Rosalie s'apprête à passer une soirée tranquille. Rosalie, comme d'habitude, si je puis dire, rentre de son boulot, prend sa douche et s'installe sur son canapé-lit. On est en plein mois d'août 2013, il fait une chaleur épouvantable. Elle ouvre sa baie vitrée et regarde la télé toute seule comme elle a l'habitude de le faire. Et elle finit en fait par s'endormir. Il est minuit. Rosalie tombe dans un sommeil profond.
Quand tout à coup, à 3 heures du matin, la jeune femme est réveillée en sursaut. Elle aperçoit une silhouette près de sa fenêtre. Et là, elle ouvre les yeux et elle a face à elle le visage d'un homme masqué dans la pénombre. Avec cette silhouette très imposante et très importante, elle est pétrifiée. Si on se met à sa place, ça doit être terrifiant, parce qu'on n'est pas véritablement réveillé. On se dit, est-ce que c'est un cauchemar? Et puis là, elle s'aperçoit que, non, il y a vraiment un individu au-dessus d'elle. La jeune femme est alors prise d'une peur panique. Sa première réaction, c'est ouvrir la bouche pour hurler, mais elle n'a pas le temps de hurler parce qu'on lui plaque immédiatement la main sur la bouche. Et rapidement, l'individu prend les choses en main. Donc lui dit écoute, je suis armé, j'ai un couteau, si tu cries, je te tue. Et donc elle va devoir obéir. Le calvaire de Rosalie va commencer. On parle d'un calvaire sur plusieurs heures, où cet homme va à de multiples reprises la violer. Il ne se contente pas de l'agresser sexuellement. Ce violeur lui inflige aussi des supplices répétés. Elle va subir les pires humiliations, y compris à un moment donné l'obligation dans laquelle elle se trouve d'aller aux toilettes et lui qui va la suivre et qui va assister à ça, qui va se faire pratiquer une fellation. Il sait qu'elle lui appartient, qu'elle ne va pas se débattre puisqu'il a pris le dessus sur elle et il profite de la situation au maximum. Véritablement, on a été dans un degré d'humiliation de cette jeune fille, vraiment au maximum de ce qui peut se faire. La perversité de son agresseur semble sans limite. Tandis que son comportement est d'une grande violence, il tente de séduire la jeune fille pour obtenir son consentement. Son agresseur va commencer à engager avec elle une sorte de conversation. Les questions qu'il lui pose sont des questions très précises. D'où tu viens? Où habitent tes parents? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Est-ce que tu vis seul? Il va même jusqu'à lui demander est-ce que tu crois qu'on peut tomber amoureux? C'est comme s'il était ici pour rencontrer peut-être lui, chercher l'amour de sa vie. C'est vraiment très très inhabituel qu'un agresseur sexuel agisse de la sorte. Cela fait maintenant 2 heures que l'agresseur s'en prend à Rosalie. Et elle se demande bien comment ce cauchemar va se terminer. Plus on avance dans l'horreur des faits, et plus elle est soumise, parce que plus elle, quelque part, elle est en train de se poser une seule question, c'est est-ce que je vais mourir ou pas? La victime répond, mais c'est par instinct de survie. Subitement, l'homme masqué arrête de l'agresser. Il semble passer à une nouvelle étape, peut-être la dernière, espère Rosalie. Il l'emmène alors dans la salle de bain et réclame une bouteille d'eau de Javel. Il lui demande de laver son corps, donc de prendre plusieurs douches. Il va la contraindre donc à se laver à 5 reprises, dont la 5e fois avec de l'eau de Javel. Imaginez l'eau Javel sur la peau, la victime a passé vraiment un calvaire. Rosalie se demande où il veut en venir. Et elle comprend vite que son agresseur cherche à faire disparaître toute trace de son passage. Il agit très très méticuleusement, c'est-à-dire qu'il lui fait faire un ménage de fond en comble. La jeune femme s'exécute. Elle est terrifiée. Et le violeur se fait très menaçant. C'est vrai que l'individu aussi la menace en disant « si tu parles, je sais où tu habites, je reviendrai ». Des menaces qui sont prises bien entendu très au sérieux. Christophe Basse, avocat des parties civiles. Et qui sont aussi effrayantes que le reste. Quand il a fait ce qu'il avait à faire et qu'il était sûr qu'elle avait tout nettoyé, que ce soit bien lavé, lui part par la porte tranquillement comme n'importe quel habitant de l'immeuble. Le calvaire aura duré 3 heures. Rosalie est tellement traumatisée qu'il lui est impossible de raconter ce qu'elle a vécu. Elle n'a désormais qu'une idée en tête, se cacher pour que son agresseur ne la retrouve pas et ne rien dire à personne. Elle va être obligée de quitter ce lieu le plus vite possible. Marc Gégère, avocat des parties civiles. Elle va donc appeler sa meilleure amie et va lui dire « Voilà, j'arrive, tu me poseras aucune question. Et je viens et j'ai besoin que tu m'héberges. » Elle n'arrive pas à raconter ou même Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. à échanger quelque chose avec qui que ce soit à propos de cette nuit. Donc elle garde ça pour elle.
Rosalie s'enfuit chez son amie à 200 km de là et elle ne veut parler à personne, y compris à la police. Elle est terrifiée à l'idée que son agresseur ne ressurgisse. Elle est encore terrorisée, Rosalie. Elle est encore sous le coup des menaces. Si jamais tu préviens la police, je te retrouve, toi et ta famille, etc. On ajoute très certainement à tout ça Christophe Basse, avocat des parties civiles. une phase qui commence très vite dans laquelle, pour survivre, il faut se dire que rien ne s'est passé. Pour comprendre un tel silence, pour se rendre compte de l'état de terreur dans lequel vit Rosalie, il suffit d'écouter Clara, qui a connu le même calvaire il y a 20 ans. C'était un matin de l'été 1997. Et aujourd'hui encore, elle se souvient de sa difficulté à dénoncer son agresseur. Il a promis de me tuer si j'appelle la police et si je le dis à qui que ce soit. Donc on est encore sous son emprise, on va dire. Clara Bernard, victime d'un violeur en série. Partout où on va, après, il est toujours avec nous. Son odeur, sa voix, n'importe où on est, quand on fait ses courses, quand on est dans une file d'attente, il est toujours avec nous. On arrête de travailler et puis on reste dans sa bulle à la maison et on se protège. Après, on perd confiance en soi. On n'a plus confiance en personne. Clara a finalement trouvé le courage d'aller voir la police 24 heures après les faits. Rosalie, elle, aura besoin de beaucoup plus de temps. Elle dépose plainte 1 mois après avoir été violée. Et pour les policiers, cette plainte s'inscrit dans une incroyable série noire. Retour à Avignon. Nous sommes le 16 septembre 2013. Rosalie raconte finalement son calvaire à la brigade des mœurs. Et ce qui intéresse particulièrement les enquêteurs, ce sont les moindres indices qui permettraient d'identifier le violeur. Mais ils sont bien minces. Comme l'individu était cagoulé, c'est quand même compliqué de décrire véritablement l'individu. Donc elle va donner un certain nombre de précisions, sa taille, environ 1m75, son âge, entre 25 et 35 ans. Ce qui interpelle beaucoup les enquêteurs, c'est le comportement du violeur. Il a essayé d'engager cette conversation, comme s'il voulait tisser une sorte de relation avec sa victime. Un violeur qui cherche à séduire ses proies, les hommes de la brigade des mœurs se rendent compte qu'ils ont affaire à un criminel pas comme les autres. Alors pour tenter de recueillir d'autres indices, ils fouillent le petit studio de Rosalie et ils se demandent par où l'individu a bien pu entrer. La première constatation et la plus importante qu'ils vont faire, c'est qu'ils confirment qu'il n'y a aucune trace d'effraction nulle part. Donc les enquêteurs concluent que vraisemblablement cet homme est monté par la façade, a pu escalader jusqu'au balcon de Rosalie et rentrer par la baie vitrée qui était ouverte. Ils ont certainement affaire à quelqu'un qui n'a pas peur, qui est déterminé. On imagine une sorte de mistigris qui passe de balcon en balcon et qui frappe au cœur de la nuit. Le mystérieux violeur aurait donc escaladé 2 étages, mais difficile de trouver la moindre trace de son passage dans l'appartement. Lui a déjà forcé sa victime à tout nettoyer à la javel. Riyad Doua, journaliste au journal Vaucluse Matin. C'est compliqué de faire des prélèvements dans un espace qui est resté comme ça, sans personne pendant 1 mois. Finalement, les enquêteurs ne découvrent rien qui soit exploitable en termes d'ADN, aucun matériel génétique. Alors, ils interrogent les voisins. Mais personne n'a rien entendu. Ils s'intéressent aussi à la vidéosurveillance du quartier. Mais comme Rosalie a attendu 1 mois avant d'aller voir la police, toutes les bandes ont été effacées. Un vrai coup dur, car les enquêteurs sont préoccupés. Ce viol est loin d'être un crime isolé. Au commissariat, cela fait maintenant 1 mois et demi que des plaintes pour viol s'accumulent dans le secteur d'Agroparc. Lorsque Rosalie vient déposer plainte, les enquêteurs tiltent tout de suite parce qu'en fait, ils ont d'autres affaires. Il y a 3 viols et 2 tentatives de viol qui ont eu lieu, pareil, entre le mois d'août et septembre, toujours sur le même secteur et toujours à l'encontre de femmes. Et la liste est impressionnante. Martine, 62 ans, violée sur un petit chemin à Montfavet.
Françoise, 78 ans, agressée sexuellement chez elle à Morières-les-Avignon. Claire, 24 ans, violée chez elle en pleine nuit à Agroparc. Juliette, 23 ans, qui échappe à un viol chez elle à Sorgues. Et enfin, Louise, 22 ans, violée chez elle en pleine nuit dans la même résidence que celle de Rosalie. Au total, 6 femmes sauvagement agressées. Les enquêteurs se demandent s'ils ont affaire à un ou plusieurs violeurs, car les profils des victimes sont très différents. Vous avez des viols à l'encontre de personnes âgées. Patrick Gontard, avocat de la défense. Et puis des viols ou agressions sexuelles sur des personnes beaucoup plus jeunes. Et donc on a 2 modes opératoires clairement différents dans cette série de viols. Les policiers s'aperçoivent que les victimes les plus âgées ont été agressées de jour par un individu non masqué, tandis que les victimes les plus jeunes ont, elles, été attaquées la nuit par un individu cagoulé qui escalade les balcons. Ça plonge en quelque sorte les enquêteurs dans une espèce de magma incompréhensible. Marc Gégère, avocat des parties civiles. Parce que là, pour le coup, ils ne peuvent pas faire de lien à part le lieu. Ils s'interrogent, est-ce qu'ils ont affaire à un seul homme capable de pouvoir violer tout à la fois des jeunes femmes, des femmes plus âgées, ou est-ce qu'ils sont en face de 2 auteurs, 3 auteurs? Pour l'instant, c'est un petit peu le flou artistique. Les policiers ne disposent que d'un seul indice, un gant retrouvé chez une des jeunes femmes violées. Il est envoyé aux experts pour analyse. En attendant les résultats, cette série macabre de viols autour d'Agroparc plonge les habitants dans la psychose. La presse s'empare de toutes ces affaires et l'inquiétude gagne le Vaucluse. On ne parle que de ça, ça commence à faire la une des journaux. Dans une ville comme Avignon, vous avez 100 000 habitants, ça fait rapidement le tour. Ça pouvait finalement toucher n'importe quelle femme. Frédéric Poré, journaliste à France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Que ce soit des mamies, entre guillemets, des sexagénaires, comme des jeunes étudiantes. Même moi, hein, je regardais, je faisais attention à 2 fois qui approchait, qui parlait. Enfin, il y avait un climat de méfiance. Il y a eu beaucoup de femmes qui ne dormaient plus les vitres ouvertes, malgré qu'il fasse peut-être 30 degrés, qu'on soit en pleine saison d'été. Moi, j'ai rencontré des jeunes femmes qui disaient qu'elles préféraient partir, parce que c'était vraiment une peur panique. Conséquence, à la rentrée de 2013, de nombreuses étudiantes désertent la résidence universitaire d'Agroparc, craignant d'être les prochaines victimes. Alors les enquêteurs mettent les bouchées doubles. Grâce aux témoignages des femmes violées qui ont pu apercevoir leur agresseur, ils établissent un premier portrait robot. En renforçant toutes les patrouilles sur le terrain, ils se mettent en chasse de ce personnage. On essaie de voir, on essaie de déterminer, de repérer peut-être quelqu'un qui se trouverait là et qui n'a rien à y faire. Tout individu qui traîne la nuit là tout seul est suspect. Le premier qu'on va voir grimper au balcon, c'est pas bon pour lui, quoi. Tout le commissariat d'Avignon est mobilisé pour traquer le ou les violeurs. Et la ténacité des policiers finit par payer. Cela fait maintenant 6 semaines que Rosalie a été agressée et plus de 2 mois que la vague des viols a débuté. Mais le 20 septembre 2013, l'enquête fait un bond en avant. Les enquêteurs interpellent un individu qui correspond au portrait robot établi par les victimes les plus âgées. Les 2 victimes reconnaissent formellement cet agresseur. Le suspect, un marginal de 29 ans, est placé en garde à vue et les policiers l'interrogent sans relâche. Au bout de 3 heures, il passe aux aveux. Mais voilà, il ne reconnaît que 2 agressions sur les 6, celles qui concernent les 2 personnes âgées. Les enquêteurs pensent qu'il essaie de dissimuler les autres viols. Alors il vérifie son emploi du temps. Et là, surprise, le suspect a un alibi. Il est mis hors de cause. Et là, force est de constater... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
que la déception est sans doute grande pour eux parce qu'il leur reste encore sur les bras 4 dossiers de viol et d'agression commis par quelqu'un qui reste insaisissable à ce stade. Donc on a un violeur de jeunes femmes qui est toujours dans la nature à ce moment-là. Pour les enquêteurs, il faut reprendre l'enquête à zéro, et sans tarder, car ils redoutent de nouveaux viols. Malheureusement, leur intuition se confirme. 24 septembre 2013, il est 6h du matin à Avignon. Anna, une jeune femme de 34 ans, est dans sa salle de bain. Sa porte est verrouillée, mais elle a ouvert la fenêtre pour aérer la pièce. 10 minutes plus tard, elle se retrouve nez à nez avec un individu cagoulé. Il se jette sur elle et tente de la violer. Anna résiste, elle crie et l'agresseur prend la fuite. La série noire continue 3 semaines plus tard, dans un appartement d'Agroparc. Héloïse, une jeune femme de 30 ans, fait la vaisselle dans sa cuisine. Quand subitement, un homme masqué saute sur son balcon. Il l'empoigne brutalement, elle tente de résister, elle est violée à 2 reprises. Au commissariat, les enquêteurs sont atterrés. Ces viols ressemblent en tout point à celui de Rosalie et aux 3 autres jeunes victimes. Sans aucun doute, ils sont face à un violeur en série. C'est exactement le même modus operandi à chaque fois. Cette manière d'opérer, c'est quoi? D'abord, c'est de pénétrer par l'extérieur dans des habitations, chaque fois en escaladant une façade et en rentrant par des balcons. Il a une cagoule, il est ganté, il a le corps couvert. Il prend le temps d'échanger avec elle. Riyad Doua, journaliste au journal Vaucluse Matin. Il discute, il va leur poser des questions, il essaie de savoir qui elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles aiment dans la vie. L'individu, systématiquement, demande aux victimes de se laver plusieurs fois. Frédéric Poré, journaliste à France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'appartement, à chaque fois, est nettoyé à l'eau de javel. Ce qui est quand même complètement atypique. L'enquête se complique. Si c'est un violeur en série, les policiers peuvent avoir affaire à un criminel chevronné. Alors ils repassent au crible les viols passés pour tenter de trouver de nouveaux indices. Et fin octobre 2013, la chance leur sourit enfin. Le gant, saisi sur une des scènes de crime, a parlé. C'est la première erreur de l'agresseur. Car l'ADN retrouvé sur ce gant correspond à celui découvert chez Claire et chez Héloïse, la 6e et toute dernière victime. L'hypothèse du violeur en série ne fait plus aucun doute. C'est le même individu qui s'est introduit dans les 3 appartements concernés. Christophe Basse, avocat des parties civiles. On a la démonstration scientifique de ce qu'on pressentait, de ce dont on était d'ailleurs déjà quasi certain au niveau policier, donc l'individu est le même. C'est une avancée fondamentale, c'est un formidable coup d'accélérateur à cette enquête. Ils ont enfin un fil sur lequel tirer. Là, il devient, et la presse titre, le violeur de balcon. L'enquête est relancée. Maintenant qu'ils détiennent un ADN et qu'ils pensent avoir affaire à un criminel en série, les policiers sont persuadés qu'il est déjà fiché comme agresseur sexuel. Et donc, ce profil génétique est intégré au fichier national et on voit si ça match. Et là, ça ne matche pas, parce qu'il n'a jamais été condamné. Patrick Gontard, avocat de la défense. Donc on ne sait pas qui c'est. C'est un ADN qui appartient à quelqu'un d'inconnu. Ils ont quelques cartes dans leur jeu, mais il leur manque le reste. Et le reste, c'est évidemment l'identité de cette personne. Pour les enquêteurs, le plus dur reste à faire, mettre un nom sur le violeur des balcons. Alors ils concentrent tous leurs moyens sur un seul objectif, cerner la personnalité du criminel. Début novembre 2013, 3 mois après le viol de Rosalie, c'est le branle-bas de combat au commissariat d'Avignon. Des policiers chevronnés de Paris viennent en renfort. Au total, 18 enquêteurs travaillent désormais à plein temps sur l'affaire.
Et parmi eux, une spécialiste, Emma Oliveira, psychocriminologue. En clair, une profileuse. À son actif, la traque du terroriste Merah à Toulouse ou encore l'affaire de la petite Fiona à Clermont-Ferrand. Il compte sur elle pour dresser le profil du violeur des balcons et identifier les suspects. Elle se focalise d'abord sur les 6 jeunes victimes. J'ai l'objet même du fantasme du violeur d'Avignon, c'est sa victime. Emma Oliveira, psychocriminologue. Quand on est sur un crime, sur un meurtre, on a le corps, on a la scène de crime et on doit décortiquer et on fait comme on peut. Là, l'objet du fantasme est vivant, parle, a parlé avec l'auteur, a senti l'auteur. Donc j'essaye de presque demander à mes victimes finalement de profiler leur agresseur. Et voilà ce qui frappe tout de suite cette experte, le comportement si particulier du violeur, à la fois violent et séducteur. C'est vraiment une approche très violente qui fait que la victime est paralysée et n'émet pas de résistance. Et juste derrière, on voit que finalement, c'est pas une vraie personnalité violente parce qu'à aucun moment, il va user de sa force. C'est absurde de le dire, mais c'est une réalité criminologique. Il est poli, il est sensible, il est courtois. Bon. Au bout de quelques jours d'enquête, la profileuse oriente les recherches vers une catégorie bien particulière, celle des gentlemen violeurs. Ça ne veut pas dire qu'un violeur est un gentleman. Marc Gégère, avocat des parties civiles. Mais ça veut simplement dire qu'il n'a pas besoin d'exercer de violence physique pour arriver à la jouissance, qu'il n'a pas besoin de voir souffrir ses victimes, c'est pas ça qu'il cherche. Le fantasme sous-jacent du violeur des balcons, c'est de trouver une femme avec qui il pourrait avoir un rapport sexuel, se rassurer de sa virilité. Il vit certainement célibataire, puisqu'il y a cette difficulté de nouer une relation avec la femme. Mais surtout, la profileuse formule une hypothèse très instructive. D'après elle, le violeur habiterait à Gros Parc ou les environs. La façon qu'il a de pouvoir pénétrer chez les gens, de connaître le territoire et de disparaître tout aussi vite, c'est qu'il connaît certainement et elle va utiliser cette expression qui est zone de confort. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? Tout simplement de se dire, si c'est sa zone de confort, où il y habite, où il y travaille, ou en tout cas il y passe très régulièrement. L'étau se resserre. Le violeur serait un familier d'Agroparc, un homme d'une trentaine d'années avec une vie stable et un travail, mais qui chercherait à combler un vide affectif. Finalement, la profileuse va dresser un portrait un peu un monsieur tout le monde, quelqu'un qui n'aurait pas de particularité saillante dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut passer complètement inaperçu et qui, lors d'un, ne serait-ce qu'ils l'ont peut-être contrôlé sans le savoir. Les enquêteurs éliminent donc les suspects au profil atypique, les marginaux, les malades mentaux et les criminels endurcis. La plupart du temps, selon eux, le suspect serait un homme normal, mais ses instincts de prédateur peuvent se réveiller à tout moment. Il est préparé, il est déterminé, il prémédite ses actes. Il emmène des gants, de quoi pas laisser de traces. Ça montre une certaine intelligence, c'est-à-dire qu'il a la capacité de planifier et de réfléchir à comment pouvoir continuer ses méfaits sans se faire prendre. C'est quelqu'un qui ne s'arrêtera pas. En tout cas, qui ne s'arrêtera pas spontanément et qui ne s'arrêtera pas tout seul. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres actes si on ne l'arrête pas. Il faut donc l'interpeller au plus vite. Et les policiers disposent d'un profil un peu plus précis qui leur permet de resserrer leurs investigations. Ils pensent être près du but, mais le violeur des balcons est beaucoup plus méfiant qu'il ne se l'imagine. Au début de l'année 2014, les policiers ont 6 victimes sur les bras et toujours aucun indice matériel. Si ce n'est un ADN inconnu. Alors ils misent tous sur une stratégie audacieuse, interpeller le violeur des balcons en flagrant délit. Des enquêteurs en civil quadrillent la zone d'Agroparc. Ils en sont quasiment réduits à attendre que le violeur des balcons frappe encore. Parfois, il n'y a que comme ça que l'agresseur commet l'erreur qui va permettre son interpellation. Les policiers sont à l'affût, mais pendant des jours,
Des semaines, et même durant 8 mois, rien ne se passe. Le violeur semble s'être volatilisé. Ce qui est assez curieux, c'est qu'au moment où on va mettre en place des moyens très importants pour des investigations dans le cadre de cette enquête, il n'y a plus de faits. Il n'y a plus rien qui se passe. Les enquêteurs se demandent si est-ce qu'un jour on va véritablement mettre la main dessus. Alors que le violeur des balcons frappait quasiment toutes les semaines à l'automne 2013, en 2014, plus de viols. Les policiers s'interrogent, est-ce la fin de la série noire ou un simple répit ? Ce rôdeur de la nuit reste totalement insaisissable. On est face à des professionnels de la surveillance, de la planque. Riyad Doua, journaliste au journal Vaucluse Matin. Voilà, de l'écoute, de la filature, c'est pas des bleus quand même, hein. C'est quand même un peu l'élite de la police française. Ce violeur des balcons ridiculise un petit peu les forces de l'ordre. Mais les enquêteurs craignent une chose, s'il ne s'est pas enfui, il violera à nouveau un jour ou l'autre. Peut-être ont-ils peur que ce sentiment d'impunité l'amène à franchir un autre cran. Patrick Gontard, avocat de la défense. Après tout, pourquoi pas de passer du viol au meurtre. Tout envisager. C'est en quelque sorte une course contre la montre afin de savoir finalement lequel des deux va arriver en premier. Est-ce qu'on va arriver à l'interpeller avant qu'il recommette d'autres faits ou pas? Et le 6 juin 2014, les craintes des policiers se confirment. Dans une résidence étudiante non loin du centre-ville d'Avignon, il est minuit. Anaïs, une jeune fille de 17 ans, dort profondément. Subitement, elle se réveille en sursaut. Un homme se tient à califourchon sur elle. Cet homme cagoulé, ganté, qui agit la nuit. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc on est quand même sur le même mode opératoire. Et en fait, elle doit son salut juste au fait qu'elle était mineure. C'est-à-dire que la jeune fille, lorsqu'il veut la violer, elle lui dit « je suis mineure » et à ce moment-là, ça l'arrête immédiatement. Anaïs a connu la peur de sa vie, mais elle a échappé au viol. Les policiers en sont persuadés, le mode opératoire le prouve, ils ont affaire aux violeurs des balcons. Alors ils accentuent leurs efforts, ils multiplient les rondes, analysent les caméras de vidéosurveillance. Car il a déjà fait 7 victimes, et les enquêteurs n'ont toujours aucun indice pour le confondre. Mais début septembre 2014, l'enquête s'accélère. À Morières-les-Avignon, non loin d'Agroparc, Elisa, une jeune femme de 35 ans, est réveillée chez elle, en pleine nuit, par un homme cagoulé. Il tente de la violer. Mais Elisa est ceinture noire de karaté, elle se débat, elle le repousse et elle échappe de peu au viol. Cette femme va non seulement le mettre en échec, il va fuir. Marc Gégère, avocat des parties civiles. Mais elle va réussir à le voir s'en aller. Elle va regarder par un petit hublot et elle va voir un véhicule partir. Elle est persuadée que c'est le véhicule qui est utilisé par son agresseur. Donc elle n'a pas pu noter la plaque d'immatriculation, mais en fait, elle a bien reconnu le modèle. Elle est assez précise dans son témoignage. Elle dit que c'est un véhicule Renault Kangoo de couleur grise. Ça, c'est le début de la fin pour le violeur en série. Pour la première fois depuis plus d'1 an, les enquêteurs détiennent enfin un indice matériel, le modèle du véhicule utilisé par le violeur des balcons. C'est un élément qui est un élément important. Christophe Basse, avocat des parties civiles. Et qui dénote très certainement un abaissement de son niveau de vigilance sur la commission des faits. À partir du moment où vous voyez que ça marche et que ça marche à plusieurs reprises, on s'installe dans une sorte, et c'est affreux ce que je vais dire, mais une sorte de routine. Et c'est cette routine qui souvent vous fait baisser la garde. L'enquête prend une nouvelle ampleur. Les policiers recherchent maintenant des conducteurs d'utilitaires au profil proche de celui dressé par la psychocriminologue. Ça permet quand même aux enquêteurs de réduire le champ des suspects possibles. Ils se sont concentrés sur tous les propriétaires de Renault Kangoo dans la région. On a
peut-être pouvoir faire des recoupements avec le fichier des cartes grises, avec les gens qui habitent dans le coin, qui seraient possesseurs de ce genre de véhicule. Dans la région d'Avignon, toutes les patrouilles concentrent désormais leur surveillance sur les Kangoo grises. Si le violeur est toujours dans le secteur, sa capture n'est plus qu'une question de jours. Seulement voilà, les policiers sont pris de court. Le 14 octobre 2014, 1 mois et demi après la dernière agression, l'homme frappe à nouveau, mais pas du tout dans sa zone de prédilection. Il a ressurgi à 80 km de là, plus au sud, à Aix-en-Provence. Il est minuit dans ce petit appartement. Patricia, 24 ans, vient de s'endormir. Au même moment, une silhouette escalade la façade jusqu'au balcon du 2e étage où la fenêtre est ouverte. L'individu, masqué et ganté, se précipite jusqu'à la chambre. Patricia est violée pendant 1 heure. Un interminable calvaire durant lequel l'agresseur laisse une trace. On retrouve son ADN sur la victime. Les policiers se demandent immédiatement s'ils ont affaire au violeur des balcons. Et les résultats tombent. Il n'y a pas de doute, c'est bien lui. On a vu quelle pouvait être la difficulté pour les policiers, alors même qu'ils sont dans une zone de quelques dizaines de kilomètres carrés, de pouvoir appréhender un auteur. Et on se retrouve avec quelqu'un qui commence à commettre ses méfaits à une centaine de kilomètres de là. C'est le cauchemar qui continue pour eux, parce qu'on se dit, il a élargi son cercle d'action, il peut frapper à Aix-en-Provence, il peut aller à Marseille, à Nîmes, à Montpellier. Les policiers se posent la question de savoir est-ce qu'il n'est pas en train de leur échapper pour de bon, de leur filer entre les doigts. Pendant 1 mois, entre Agroparc et Aix-en-Provence, les policiers ne savent plus trop où orienter leur surveillance. Le violeur des balcons se joue des enquêteurs. Car le 30 novembre 2014, il frappe à nouveau à Avignon, son territoire de chasse. Il est 6 heures du matin. Au 2e étage d'un immeuble près du centre-ville d'Avignon, Amélie, 27 ans, dort profondément à côté de sa petite sœur. Quand subitement, un inconnu pénètre dans la chambre par le balcon. Nous avons retrouvé Amélie. Elle est encore très traumatisée et préfère rester anonyme. Je suis réveillée parce que je sens la présence de quelqu'un dans mon studio. Amélie, victime du violeur des balcons. Plus précisément, quelqu'un qui se baisse sur moi, donc je le sens pas physiquement, mais je sens une présence qui me regarde. Amélie n'est pas complètement réveillée et elle se demande si elle n'est pas en train de faire un cauchemar. J'ouvre les yeux et je vois quelqu'un de cagoulé avec une grosse capuche sur la tête, tout noir. Le premier réflexe, ça a été de pousser un cri. Et donc il était suffisamment prêt pour, la seconde qui a suivi, me mettre la main sur la bouche et de l'autre un couteau sous la gorge. Amélie est paralysée par la peur. Elle se dit que sa dernière heure est arrivée. C'est alors que l'agresseur découvre que sa petite sœur dort à ses côtés. Je l'ai retrouvée quand même à quelques centimètres de mon visage, alors qu'il n'avait pas vu ma petite sœur à ce moment-là. Et dès lors où il a vu, il s'est reculé et nous a plus approchés. Donc oui, je reste convaincue que si elle n'avait pas été là, j'ose même pas imaginer ce que j'aurais subi. L'homme masqué bat en retraite. Amélie est persuadée d'avoir échappé de justesse au viol. Il nous précise qu'on a de la chance, qu'habituellement il plante les gens, mais que nous, il ne nous planterait pas. L'individu exige alors de l'argent. Amélie lui donne tout ce qu'elle a. Il s'enfuit avec 80 € en liquide. Pour les enquêteurs, le violeur des balcons a encore frappé, mais il n'a commis aucune erreur qui permettrait enfin de l'identifier. Nous sommes maintenant en décembre 2014. La traque se poursuit depuis plus d'1 an et demi. Il n'y a aucune raison pour que la série noire s'arrête. Quand, le 15 décembre, en pleine nuit, à Morières-les-Avignon, non loin d'Agroparc, Yacine, 26 ans, dépanneur sur autoroute, est appelé pour une urgence. Il a accepté de nous raconter la suite, mais en restant anonyme. Il y a environ 1h30 du matin, quand je commence à sortir
de chez moi. Yacine, voisin d'une victime. Je vois un individu en fait en train d'escalader une sorte de petite rambarde qu'il y a sur un balcon, le balcon de ma voisine. Croyant un cambriolage, il va sortir. Patrick Gontard, avocat de la défense. Et il va le mettre en fuite et essayer de le rattraper. Je cours après lui, il traverse la route. Je le perds dans le lotissement qui est juste en face. Donc là, vu que je connais bien le quartier, je sais qu'il n'y a qu'une seule sortie. Je me dis, je vais attendre derrière des arbres. Et il va finir par le voir s'engouffrer dans un véhicule Kangoo. Yacine aperçoit donc un Kangoo gris. Mais ce n'est pas tout. Il parvient à noter un détail capital. Et j'ai pris la plaque d'immatriculation et je me souviens encore, il me semble avec la précipitation, ou peut-être qu'il a fait exprès, il n'avait pas allumé les feux. Il prévient alors immédiatement les policiers. Il leur donne l'immatriculation de cette fourgonnette sans imaginer un seul instant l'importance de cette information. À ce moment-là, en fait, je me suis juste dit que j'ai peut-être aidé à arrêter le cambrioleur qui sévissait dans mon quartier. Le mot Kangoo. Riyad Doua, journaliste au journal Vaucluse Matin. Avec un homme qui escalade un bâtiment. Je pense que chez pas mal de policiers d'Avignon, il y en a beaucoup qui ont dû se regarder les yeux dans les yeux. Est-ce que tu penses à ce que se pense en fait? C'est ça en fait, un élément providentiel, c'est limite un cadeau de Noël. C'est la lumière qui arrive enfin après des mois et des mois dans le brouillard. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc c'est véritablement ce fichier national des cartes grises qui va apporter aux enquêteurs le dernier élément qui leur manquait pour résoudre enfin cette affaire. Immédiatement, les policiers consultent le fichier des cartes grises. La voiture appartient à un homme de 32 ans, mais il est totalement inconnu des services de police. Il découvre que ce Kangoo appartient à Abdelhamid Zouari. C'est un jeune père de famille, il a 2 enfants. Il travaille pour une société qui est basée dans le secteur d'Agroparc. Un homme de 32 ans, bien inséré, père de famille, avec un travail à Agroparc. Il correspond en tout point au portrait dressé par la profileuse. Agroparc, c'est Montfavet, c'est l'endroit où ont été commis la plupart de tous ces viols. Les enquêteurs se disent, bon, ça correspond. Ça correspond, il y a de fortes chances pour que ce soit lui. Donc ils vont vérifier que le téléphone de cet homme, Marc Gégère, avocat des parties civiles, était présent sur les lieux de commission des faits au moment de commission des faits. Ça match. Jamais les policiers n'ont eu jusqu'ici une telle accumulation d'indices. Alors pas question de perdre une minute. Ils décident d'interpeller Abdelhamid Zouari, un personnage qui leur réserve bien d'autres surprises. Nous sommes le 6 janvier 2015. La nuit vient de tomber sur Avignon. Les policiers sont persuadés de toucher enfin au but. Ils retrouvent la trace de la Kangoo sur un parking. Ils se mettent en planque et au bout de quelques minutes, Zouari surgit. Ce suspect est arrêté à la sortie d'un centre commercial. Il n'oppose aucune résistance à son arrestation. Il est conduit dans le calme, je dirais, au commissariat central d'Avignon pour être interrogé. On le met en garde à vue pour viol. Donc nécessairement, il sait pourquoi il est en garde à vue. Avant toute chose, les policiers prélèvent son ADN pour le comparer à celui retrouvé sur des scènes de viol. Puis l'interrogatoire commence. Zouari est très calme. Il répond tranquillement aux questions. Les enquêteurs s'attendaient à une partie difficile, mais rien ne se déroule comme prévu. Il se passe ce que les enquêteurs n'imaginaient pas, c'est-à-dire qu'à peine assis et après avoir décliné son identité, il reconnaît les faits. C'est pas une garde à vue comme les autres. C'est quelqu'un qui, une fois arrêté, voit l'enquêteur comme s'il était au confessionnal. Voilà. L'enquêteur, c'est le prêtre à l'ancien temps et c'est le psychanalyste ou le psychiatre d'aujourd'hui. Pour lui. J'avoue. Il dit, c'est moi qui suis l'auteur des viols et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il se souvient précisément des lieux, de la configuration des appartements, de ses victimes, de ce qu'il a pu faire. Et donc, il passe à table, comme on dit. Disons qu'en matière de viol... Frédéric Poré, journaliste à France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Généralement, les violeurs présumés essayent de minimiser, même de nier les faits, alors que lui, il avoue tout. Au commissariat, la tension est à son comble. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Personne n'ose interrompre Abdelhamid Zouari. Il reconnaît avoir violé 5 jeunes femmes, Rosalie, Claire, Louise, Héloïse et Patricia, et il avoue même avoir tenté d'en violer 4 autres, Juliette, Anna, Anaïs et Elisa. Abdelhamid Zouari libère sa conscience, mais lorsqu'il lui faut expliquer cette incroyable série d'agressions, il devient moins bavard. On lui demande pourquoi, et il va juste parler de pulsions en fait, qu'il n'a pas pu réfréner, qui lui sont arrivées comme ça. Il dit vaguement qu'il repérait du linge féminin ou des petites culottes qui pendaient au balcon pour repérer les célibataires, les jeunes filles qui habitaient seules, et qu'à partir de là, il revenait le soir. Et ce n'est pas tout. Zouari souhaite faire une déclaration supplémentaire. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Il avoue tout ce qui lui reprochait, et même d'autres affaires qui n'étaient jamais parvenues à la connaissance de la police. Il n'y a pas que ça. J'ai aussi commis 4 autres faits qu'il va nommer. Il avoue ainsi un viol commis à Aix-en-Provence il y a 7 mois, mais ignoré de la police car la victime, Marie-Hélène, n'avait pas porté plainte. Il s'accuse également de plusieurs vols avec violence et de 2 cambriolages, tous commis sur des jeunes femmes à Avignon. Comme Sabrina, 25 ans, il l'a agressée dans son parking, 5 jours seulement avant son interpellation. Je vois un homme qui sort d'entre 2 voitures. Il m'a attrapé par derrière. Il pose sa main sur ma bouche et il me dit « Donne-moi tout ce que tu as sur toi, sinon je te tue ». Sabrina, victime du violeur des balcons. Et puis il m'a plaqué contre le sol. Et il me serre fort sur le cou et je me dis « Ça y est, je vais mourir ». Et puis au fur et à mesure il m'étranglait, je perdais souffle. Enfin, j'avais plus de force. Puis l'homme traîne Sabrina au sol jusqu'à sa voiture. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais à bout, je me suis dit quand il me ramenait dans la voiture que c'est bon. Là, j'allais être violée ce soir-là. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai parlé en arabe. Je lui ai dit que ce qu'il faisait c'était pas bien, qu'il allait le payer un jour et je lui ai dit pourquoi moi, j'ai fait quoi? J'ai commencé à prier. Et c'est de là qu'il m'a dit tu as de la chance, je te fais rien. Le violeur des balcons desserre son étreinte et il se volatilise aussi vite qu'il était apparu. Mais les enquêteurs se demandent bien pourquoi ce soir-là, il a épargné sa victime. Cet individu s'arrête quand en face il y a ce que lui-même a nommé un électrochoc. Emma Oliveira, psychocriminologue. Le fait de discuter en arabe, de l'entendre prier en arabe, c'est pas possible, je peux pas passer à l'acte. Ça le renvoie à ce qu'il est lui avant d'être agresseur, c'est-à-dire père de famille, fils d'une femme maghrébine, etc., etc. Et je pense que c'est ce qui va faire qu'il va s'arrêter. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Abdelhamid Zouari est mis en examen pour 6 viols, 4 tentatives de viol, 1 vol avec arme, 1 vol avec violence et 2 violations de domicile. Il est écroué à la maison d'arrêt du Pontet. Dans la région d'Avignon, les habitants respirent enfin et les victimes retrouvent un semblant de tranquillité. Et ça veut dire que je n'ai plus à me poser la question de savoir si la personne qui est derrière moi dans le bus... Marc Gégère, avocat des parties civiles. Si la personne qui me regarde fixement chez le charcutier ne serait pas l'agresseur qui m'a agressé et qui veut finir le travail. On va pouvoir mettre un visage et connaître le nom de celui qui a agressé. Franck Gardien, avocat des parties civiles. Pour autant, c'est un soulagement d'apparence. Car la plupart de ces jeunes femmes restent très traumatisées. C'est des instants où même chez soi, on n'est plus en sécurité. On ferme tout. Et même quand on ferme tout, on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un. Amélie, victime du violeur des balcons. C'est être méfiante alors qu'on ne l'était pas. C'est se retourner dans la rue le soir, se mettre à courir pour arriver là où on veut aller.
Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous suit. C'est notre rapport à l'autre qui est complètement détruit, on n'a plus confiance. Oui, cette poursuite, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. C'est pas possible. On vit avec, quoi. Maintenant, elles cherchent à comprendre qui est vraiment leur agresseur, comment un père de famille en apparence sans histoire est-il devenu un des violeurs en série les plus terrifiants de la région. Les policiers commencent alors une enquête de personnalité qui révèle un parcours hors du commun. Car à l'origine, rien ne prédestine le jeune Abdelhamid à devenir criminel. Il naît en 1983 à Nice, dans une famille d'origine marocaine qui le couve. À 15 ans, toute la famille déménage à Avignon. Il rate son bac et entre tout de suite dans la vie active. C'est un jeune homme plutôt travailleur. Au départ, il est intérimaire, il est rentré dans cette entreprise d'agroalimentaire et puis, à force de travail, de persévérance, il a réussi à gravir les échelons. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et au moment des faits, au moment où il est arrêté, il est agent de maîtrise, c'est-à-dire quasiment cadre dans cette entreprise. Je sais qu'il allait tous les jours à son travail sans aucun problème. Yohan, ami d'Abdelhamid Zouari. Il était content de travailler. Je sais qu'il aimait bien son travail. Les enquêteurs découvrent un jeune homme bien noté dans son entreprise, mais plutôt solitaire. L'un de ses meilleurs amis, Yohan, décrit Abdelhamid comme quelqu'un de très sympathique. Il avait un caractère assez droit, franc. Le mec franc et qui assume ce qu'il fait, toujours. Très sincère, il m'a jamais menti. Il ne faut pas oublier le fait que c'est un homme qui n'a jamais eu affaire à la justice. S'il avait un PV aujourd'hui, le lendemain, il était payé son PV. Mais tout aurait dérapé en 2008. À l'occasion d'un voyage en Roumanie, il tombe amoureux d'une jeune femme à peine majeure. Très vite, sa nouvelle conquête roumaine s'installe chez lui, à Avignon, et il se marie. Il est, lui, amoureux d'elle. Patrick Gontard, avocat de la défense. J'ai le sentiment que c'est pas son cas. Elle le voit comme la possibilité de venir en Occident. C'est un mariage un peu arrangé, comme on le connaît, de femmes de l'Est qui vont trouver un Français pour pouvoir avoir une nationalité et puis tenter sa vie ici. Lui, il est un peu faible, il manque de confiance en lui. Il y a enfin une jeune femme qui s'intéresse à lui, donc il se fait un peu alpaguer par cette femme. Pour les enquêteurs, cette union constitue un tournant dans le parcours d'Abdelhamid. En apparence, le couple est comblé. Sa femme accouche de 2 petites filles, ils habitent un joli appartement à quelques kilomètres d'Avignon, mais en creusant leur histoire, les policiers s'aperçoivent que la réalité est moins glamour. La jeune femme est de moins en moins sous le charme de son mari. Elle va déchanter, parce que bon, la vie qu'il lui offre n'est pas une vie très heureuse. Il n'y a pas de villa, il n'y a pas de yacht. Et à ce moment-là, va se jouer un rôle très pervers entre elle et lui, c'est-à-dire que elle s'entend plus avec lui, et à ce moment-là, il va l'acheter. C'est-à-dire qu'il va faire toute une série de crédits, et quand il ne peut plus avoir de crédit, elle le quitte. Donc il a fondé une famille, il a eu 2 petites magnifiques, et du jour au lendemain, la femme, elle se barre. Pour lui, c'était un choc. Abdelhamid se retrouve seul avec ses 2 petites filles et il le vit très mal. Pour les enquêteurs, c'est le début d'un engrenage infernal. Alors le jour où sa femme l'a quitté, il était dans un très très sale état et il m'a dit « je suis tout seul, je ne comprends pas comment une mère peut faire ça à ses enfants ». Donc il était complètement déprimé, donc là c'est sûr, il était dans la dépression totale. Quand sa femme s'en va, bon, non seulement tout s'est écroulé, mais à ce moment-là, c'est la fuite en avant. On se rend compte, si on fait la chronologie, que vraisemblablement, son épouse part au moment où il va perpétrer les premiers faits. Les policiers veulent comprendre pourquoi il se met à violer. Ils s'aperçoivent qu'à ce moment-là, Abdelhamid, le jeune père de famille rangé, change radicalement de vie. Il démissionne de son travail et il retourne vivre chez ses parents. Le bon travailleur devient un joueur. Le bon père de famille devient un cocaïnomane. Et le mari fidèle devient un violeur. Voilà.
Pour tenter de comprendre pourquoi Abdelhamid s'est lancé dans cette incroyable série noire de viols, les experts se penchent sur les circonstances des agressions. Comment expliquer que ces actes violents s'accompagnaient d'une volonté de discuter avec ses victimes et même de tenter de les séduire? Je vois cette habitation et je décide d'escalader en me disant que peut-être à l'intérieur, je vais trouver ce que j'ai pas chez moi, c'est-à-dire quelqu'un qui représente un foyer, une femme. Et d'où la relation verbale qu'il a avec elle. On sent quand même qu'il a une revanche à prendre sur sa femme. Frédéric Poré, journaliste à France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et après, par extrapolation, sur les femmes en général. C'est un violeur faible, c'est un faible. Marc Gégère, avocat des parties civiles. C'est-à-dire que c'est un homme qui a besoin d'être réassuré ou rassuré en permanence sur ce qu'il est, y compris sur sa virilité. Et c'est des gens très dangereux, parce que la faiblesse génère des comportements qui peuvent être extrêmement violents. Après 3 ans d'enquête, le violeur des balcons est renvoyé devant les assises. Il n'y a qu'une question, c'est combien? Combien, quel quantum de peine peut-on mettre face à l'horreur et à la multiplicité des faits qu'il a commis? Le 25 juin 2018, le procès d'Abdelhamid Zouhari s'ouvre à huis clos à Avignon. C'est la première fois que les victimes vont croiser le visage de leur agresseur. Il n'était jusqu'à présent qu'un homme masqué. Je voulais le regarder droit dans les yeux en lui disant que... Amélie, victime du violeur des balcons. C'était un monstre, une personne sans valeur morale. J'ai pleuré, déjà, quand je l'ai vu. Sabrina, victime du violeur des balcons. Ça m'a fait me dire que en fait, c'est lui, quoi. De le voir debout, comme ça, sans réaction, sans peine, sans rien, sans larmes. Et ce qu'attendent avant tout ces jeunes femmes, c'est une sanction exemplaire. J'ai envie qu'il paye, j'ai envie qu'il prenne des années. J'aurais même tendance à dire j'ai envie qu'il ressorte plus. Le violeur des balcons encourt 20 ans de prison. Mais du côté de la défense, on brandit la carte de la pénitence. Zouhari espère toucher les jurés par ses regrets et sa psychothérapie engagée en prison. J'ai rarement vu un accusé... Patrick Gontard, avocat de la défense. Faire preuve d'autant de constance dans ses propos et dans sa volonté de s'amender et dans l'envie de s'excuser. Pour autant, au 2e jour du procès, l'énumération interminable des atrocités commises par Abdelhamid Zouhari glace la cour. Tout le monde est saisi par le récit à la barre de ces jeunes femmes détruites au plus profond de leur chair. C'est de l'ordre de l'indigestion presque. Cette répétition permanente pendant 48 heures a été extrêmement lourde, extrêmement pesante pour tout le monde. Bon, moi j'ai pas été violée, certes, mais là on prend vraiment conscience du monstre qu'il est quand on entend les autres victimes, quand on entend ce qu'elles ont subi, et qu'on se dit qu'on aurait pu subir ça. Je sais pas si j'aurais eu la force d'être sur mes 2 jambes comme elles le sont, elles. L'avocate générale requiert la peine maximale, soit 20 ans de prison. Au bout de 4 jours d'audience et 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Le violeur des balcons est condamné à 18 ans de prison aux 2 tiers incompressibles pour 6 viols, 4 tentatives, vol avec arme et vol avec violence. Il ne fait pas appel de sa condamnation. Alors du côté des victimes, on accueille ce verdict avec apaisement. C'est un soulagement parce que si on fait le tour, finalement, ça fait des années qu'elles attendent ça. J'espère reprendre confiance. J'espère être heureuse un jour. Toutes ces jeunes femmes souhaitent maintenant ouvrir une nouvelle page de leur vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.